Bonsoir et bienvenue dans le Grand JT. Tout de suite, le sommaire. C'est certainement le scandale de ce début d'année 2025. Les révélations autour des crimes et des abus du pensionnat Notre-Dame de Bétharram et ses suites dans d'autres établissements apportent chaque jour leur lot d'horreur et d'indignation. Comment analyser une affaire qui pourrait faire jurisprudence? On en parle avec nos invités dans quelques minutes. Alors que le Salon de l'Agriculture fait le plein cette semaine porte de Versailles à Paris, en est-il de même du côté de la formation des jeunes agriculteurs? On en parle avec Nicolas Savary, le président de l'ANEFA. Ce sera en seconde partie d'émission. Dans sa chronique, Shirley Adélaïde vous présentera les faceless, les influenceurs sans visage qui réinventent le modèle. Mais tout de suite, place à l'actualité de l'éducation avec Shirley. Bonsoir Shirley. Bonsoir Virginie, bonsoir à tous. On ouvre ce journal avec une autre affaire Bétharram. Cette fois, c'est le groupe scolaire privé catholique Notre-Dame de Garaison dans les Hautes-Pyrénées qui est dans la tourmente avec les accusations de plusieurs élèves. C'est une affaire qui a été révélée ce matin par la cellule investigation de Radio France. Notre-Dame de Garaison, cet établissement réputé situé dans la commune de Montléon-Magnoac, était fréquenté par les enfants de la bourgeoisie locale. Dans la continuité de l'affaire Bétharram, cet institut catholique béarnais décrit par d'anciens élèves comme ayant été le théâtre de violences physiques et d'abus sexuels entre les années 1960 et 2010, eh bien, ce sont d'anciens élèves de Notre-Dame de Garaison, cette fois, qui libèrent leurs paroles. Réunis en collectif de victimes dans un groupe Facebook, ils dénoncent des châtiments corporels systématiques administrés pendant des décennies. Il n'est pas question d'abus sexuels ici. Le témoignage de Sophie, 60 ans, elle revient sur cet épisode douloureux quand elle s'est fait tabasser par le surveillant en chef. Elle avait alors 13 ans. Quand il a ouvert la porte, alors vas-y, coup de pied, coup de poing, mais c'est surtout quand il m'a attrapé la tête. Pardon. Bon voilà, qui me tapait la tête de droite à gauche contre les murs et ça a duré assez longtemps. Clairement, après, je me rappelle plus. C'est d'une violence absolue, quoi. On m'a appris à me taire. Garaison m'a appris à me taire. Les violences à Notre-Dame de Garaison, c'était aussi la nuit, comme le raconte Henri, 37 ans après les faits. Lorsqu'il y avait un bruit, la procédure était d'allumer les néons dans leur intégralité, de demander aux élèves de se lever devant leur lit, de mettre les mains derrière le dos. Et à ce moment-là, le surveillant passait et giflait tous les élèves les uns après les autres. Lorsque vous tentiez de vous protéger ou de baisser la tête, il frappait à nouveau jusqu'à ce que la claque puisse passer. Il y a peut-être eu des nuits où on n'en prenait pas, mais très sincèrement, j'ai un souvenir très précis d'une systématisation de la baffe et de la peur que je ressentais à l'époque. Et en gros, il faisait ce qu'il voulait. Ce nouveau collectif de victimes étudie avec détermination les suites judiciaires possibles. Il faut que ça se sache, affirme un ancien élève de l'établissement. Et ce sont d'ailleurs 40 nouvelles plaintes qui ont été déposées à l'encontre de Notre-Dame de Bétharram. Mais cette fois, les victimes ne viennent pas seulement de la France, Shirley, mais du monde entier. Oui, ils résident en Irlande, au Canada, au Mexique ou à Monaco. Ces anciens élèves ont décidé de franchir le pas et de parler, à l'instar de leurs anciens camarades, souvent par solidarité. Leurs plaintes concernent des violences physiques commises entre 1970 et 2000 par des prêtres déjà dénoncés par les victimes. 3 autres prêtres sont également visés. Ils sont morts depuis quelques années. Ces plaintes-là sont donc prescrites. Pas un jour sans que le procureur de Pau ne reçoive de nouveaux dossiers sur son bureau. Lui qui a accueilli aujourd'hui à huis clos des victimes de violences physiques et sexuelles à Notre-Dame de Bétharram. Il s'agissait de faire un point sur l'enquête. Au total, 152 plaintes ont été recensées à ce jour contre l'établissement privé catholique. Toujours au chapitre judiciaire, on continue de suivre le procès de Joël Le Squarnec à Vannes. Cet ex-chirurgien accusé d'avoir violé ou abusé sexuellement 299 victimes, principalement des enfants, sur une période de 25 ans. C'était le 4e jour du procès aujourd'hui. Et c'est la sœur de Joël Le Squarnec, Annie, qui a été entendue cet après-midi. Ces 2 filles ont été des victimes de son frère qu'elle n'a pas dénoncé à la police quand elle a su, mais qu'elle a confronté. Elle pensait que ça n'allait jamais recommencer. Elle a aussi affirmé avoir entendu le témoignage de sa belle-sœur. C'était épouvantable, c'est insupportable, cette cruauté vis-à-vis des victimes, a-t-elle dit. Et c'est vrai, l'ex-femme de l'accusé avait été auditionnée hier soir. Elle affirmait n'avoir rien su des actes pédophiles de son mari. Jusqu'en 2017, année de l'arrestation de Joël Le Squarnec, elle n'a pas douté malgré de nombreuses preuves qui allaient dans le sens
sens contraire, comme une première condamnation du chirurgien pour détention d'images pédopornographiques en 2005. De nombreuses victimes assistent au procès, ouvert depuis lundi, mais par manque de place dans la salle d'audience du tribunal, les victimes ont été placées dans un amphithéâtre qui se situe à quelques centaines de mètres et tout leur est retransmis là-bas. Les images des parties civiles, elles, sont diffusées dans la salle d'audience. Un dispositif exceptionnel, mais pas suffisant pour Marie, une des victimes de Joël Le Soirnec. Il nous a pas tous, donc c'est vrai que ça lui permet pas de voir le nombre de personnes qu'il a pu toucher, mais nous on ne le voit pas non plus. On n'a pas une image à 100% sur lui. On a eu le premier témoignage où je vous avoue on aurait bien voulu voir ses réactions. Le procès se poursuit demain. Il s'agit de l'une des plus grandes affaires de pédocriminalité jamais jugées en France. Dans le cadre du Salon de l'Agriculture maintenant, et bien sur le volet études supérieures aussi, on ne sait pas forcément, mais Erasmus, ce dispositif qui permet d'aller étudier vers un autre pays européen, est aussi ouvert aux jeunes agriculteurs. Qui n'hésitent pas à aller traverser les frontières pour aller voir si l'herbe est plus ou moins verte ailleurs et comprendre comment ça fonctionne chez les voisins. Louise, 19 ans, étudie au lycée agricole de Châteauroux. Elle a appris plein de choses pendant son séjour en République tchèque. Elle était dans un élevage de chèvres et elle en témoignait depuis le Salon de l'Agriculture au micro de Luc Chemla sur France Inter. J'ai participé un petit peu à la traite, j'ai pas mal assisté aussi à la transformation du lait des chèvres. J'ai fait des yaourts et tout simplement de la mise en bouteille. Les bâtiments étaient vraiment vétustes. Le système de traite était un système semi-automatique, tout à fait normal. Alors elle durait 4 heures, donc c'était beaucoup plus long que ce que je connaissais en France. 1 heure, 1 heure et demie. Des ingénieurs qui veulent se spécialiser dans l'agriculture tentent aussi l'expérience. Pour Vincent Roosevelt, un enseignant qui accompagne des jeunes du programme Erasmus, c'est toujours enrichissant. Ce qu'apporte Erasmus, c'est des réseaux, un accompagnement, mais aussi des bourses qui sont indispensables. 80%, je veux dire, de nos étudiants qui partent, sans ces bourses, ils ne pourraient pas partir vivre cette expérience. Au total, plus de 15 000 élèves et étudiants de l'enseignement agricole en France effectuent une mobilité Erasmus chaque année. Et pour finir, alors que le mois de février se termine, une nouvelle mesure entrera en vigueur dès le mois prochain. Elle concerne les apprentis. Oui, leur salaire va baisser à partir du 1er mars. C'est le budget 2025 de la Sécurité sociale, récemment adopté, qui change la donne car le gouvernement prévoit de prélever davantage le salaire brut de ces jeunes travailleurs. Ils seront soumis à des impôts dont ils étaient jusque-là exonérés, comme la CSG, la contribution sociale généralisée, et la CRDS, la contribution au remboursement de la dette sociale. Cette mesure doit permettre de renflouer les caisses de la sécurité sociale. Pour un apprenti payé au SMIC, eh bien, cela devrait se traduire par une baisse du salaire net de 146 €. À noter que cela ne concernera pas les actuels apprentis, mais seulement les contrats signés à partir du 1er mars dans les entreprises de plus de 10 salariés. Merci beaucoup, Shirley. Plus d'une centaine de plaintes de victimes autant que de mises en cause. Comment l'horreur vécue par les pensionnaires de Notre-Dame de Bétharram a pu l'être passée sous silence pendant toutes ces années. On en parle tout de suite avec nos invités. Pour en parler, je suis ravie d'accueillir sur ce plateau Véronique Margron. Bonjour. Bonjour à vous. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes présidente de la Conférence des religieux et religieuses de France. Merci d'être là pour parler de ces affaires si tragiques. Arnaud Gallet, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous par Skype. Arnaud, vous êtes activiste des droits de l'enfant et cofondateur du Move Enfant. Vous êtes venu plusieurs fois sur le plateau du Grand JT et je vous en remercie. Une plainte a été déposée la semaine dernière, comme vous le savez tous les deux, mais pour ceux qui nous regardent, contre le Premier ministre François Bayrou pour non-dénonciation. Est-ce qu'on peut parler clairement de scandale d'État, Arnaud Gallet, lorsqu'on voit le nombre de politiques mises au courant des exactions commises dans ce pensionnat, un pensionnat du Béarn, et on est en droit de s'interroger sur ce point aujourd'hui. Ah bah oui, on peut parler de scandale d'État. De toute façon, ça fait plusieurs années qu'on peut parler de scandale d'État. Je rappelle qu'on a eu le rapport de la commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église, qui nous parlait déjà de 330 000 victimes de pédocriminalité dans l'Église en 70 ans, 13 enfants par jour. Bon, on ne peut pas dire que l'État brille par son action. Donc bien sûr qu'il y a un scandale d'État. Il y a un scandale d'État à Bétharram. Il y a un scandale d'État au regard de ce que François Bayrou savait, etc., bien évidemment. Mais moi, au-delà de ça, pour mettre les choses, les pieds pour mettre les pieds dans le tapis, il y a aussi un scandale pour moi. Voilà, une fois de plus, au niveau de l'Église, moi, la question que je me pose, c'est passer le temps de l'écoute, de l'empathie, etc., du blabla. Moi, je suis désolé de le dire comme ça pour les victimes là, qui ont besoin, bien entendu, de soutien.
c'est qu'est-ce qu'on propose en fait. Il y a combien de Betaram? Moi, je profite du fait qu'il y ait Véronique Magron qui soit invitée pour poser la question, de se dire au bout d'un moment, la COREF, est-ce qu'elle avait des informations au niveau de Betaram? Parce que là, on s'appuie sur les victimes, en fait. C'est bien, c'est sympa, les victimes parlent. Bon, ok, une fois de plus, moi-même, je l'ai fait. Et je rappelle que je fais partie des 22 signalements violés par un prêtre, dont Bosco, qui ont aussi pas mal d'établissements scolaires. C'est quand même assez intéressant. Est-ce qu'il y a d'autres Betaram, en fait, aujourd'hui? Ou est-ce qu'on attend systématiquement que ce soit les victimes qui osent parler, qui prennent la parole, qui se mettent à nu, qui, au regard du peu de dignité qu'elles peuvent encore avoir à un moment donné, se disent bah, « tiens, je vais servir à la société, je vais aider la société » ou est-ce qu'au bout d'un moment, des organisations comme la COREF et d'autres peuvent aussi peut-être un peu épargner les victimes et dire simplement ce qui se passe simplement dans ce pays, parce qu'on va pas me faire croire que Betaram, c'est un truc qui est tout à fait nouveau. Donc moi, je pense que je le dis avec un peu de colère, parce que je suis à Lourdes aujourd'hui et on est venu dénoncer le fait qu'on a un tortionnaire de Betaram qui s'appelle Ange Mur, qui est le maire d'un petit village qui s'appelle Jarret, à côté de Lourdes. Et je pense que tout le monde savait, on était avec une victime. Je peux vous dire, quand vous entendez les propos tenus par la victime, quelqu'un qui se faisait tirer par les cheveux, etc., les viols étaient connus par tout le monde, y compris d'Ange Mur, etc. Donc je me dis, que peut nous dire la COREF, que peut nous dire, etc. Donc moi, ce que je dis, évidemment, c'est que le scandale aussi, c'est qu'il y a une inaction de la justice et que ça commence à bien faire cette histoire-là. En tout cas, moi, je suis très en colère et on va pas lâcher les choses parce que je trouve ça insupportable. Et puis cette hyper-empathie partout, moi, je trouve ça très sympa. Sauf qu'à un moment donné, moi, ce que je veux, ce sont des actions et je trouve qu'on brille pas grand-chose. Voilà. Attendez, c'est un échange. Véronique Magron est avec nous. Merci beaucoup d'être avec nous. C'est une position assez délicate, mais forcément, on comprend et on est tous en colère, j'imagine, et je l'espère même aussi que vous êtes en colère, bien sûr. 13 prêtres visés dans cette affaire Betaram. Seule cette affaire Betaram, je parle, parce qu'évidemment, il y en a d'autres, et on va y venir, puisqu'il y a une nouvelle plainte qui a été déposée ce matin contre un autre institut catholique privé. Évidemment, la question que pose Arnaud Gallet est: est-ce que la conférence des religieux et religieuses de France était au courant, et comment réagissez-vous aujourd'hui? Ça, je peux vous répondre très clairement. La conférence des religieux et religieuses n'était au courant de rien. Mais la conférence des religieux et religieuses n'est pas du tout une instance hiérarchique. Donc malheureusement, ça n'est pas étonnant qu'elle ne soit pas au courant, car les congrégations religieuses n'ont aucun compte à rendre à la conférence des religieux. C'est une association, donc comme dans beaucoup d'associations, chacun dit ce qu'il veut au président ou à la présidente de cette association. Donc moi, j'ai rencontré la première victime en novembre 2021. Et j'ai découvert à ce moment-là que la congrégation de Betaram existait, que cet établissement existait, parce que c'était tout à fait en dehors de mon champ de connaissances, l'enseignement catholique, et a fortiori dans cette région où je n'ai pas vécu. Donc si vous voulez, le problème, c'est pas la conférence des religieux religieuses en soi. Le problème du scandale, c'est ce qu'ont subi les victimes durant autant de décennies, et que nous ayons cette sorte de conspiration d'un silence meurtrier, qu'il soit celui de l'Église, qu'il soit celui de la congrégation, qu'il soit celui des proches, qu'il soit celui de responsables politiques ou religieux, c'est-à-dire c'est celui de tout le monde qui a rendu possible cette impunité. Mais vous comprenez que l'Église soit visée, dans l'occurrence? Bien évidemment, je le comprends, c'est bien normal qu'elle le soit. Comment ça pourrait être autrement? C'est parfaitement normal, puisque ça met en cause un établissement religieux catholique. Donc c'est bien normal. Comment réagissent les prêtres, les religieux, les religieuses, tous ceux qui vous entourent quand ils entendent ces affaires? Ce n'est pas la première. Vous parlez de 2021 avec Betaram, mais vous avez entendu d'autres choses avant. Comment vous réagissez tous? Comment vous voulez que je réagisse? Très en colère. Je me dire que ma tristesse n'est à la hauteur ou à la profondeur, je ne sais pas comment le dire, de ma colère, parce que aujourd'hui, moi, je suis bien obligée, comme vous, comme Arnaud Gallet, comme tout le monde. Et vous avez le courage de parler, je vous en remercie d'ailleurs. De prendre en pleine figure toutes ces tragédies et de me dire, mais je ne sais si la totalité de ces tragédies aurait pu être évitée, mais non. Nombre de ces tragédies auraient pu être évitées. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'il y a une complicité passive, au moins. Je ne sais pas ce qu'il en est des complicités actives. Active, manifestement. Le dira, mais en tout cas, passive, c'est sûr. Vous savez, il y a un mot très fort d'un philosophe qui s'appelle Marc Crépon, qui dit que c'est là un consentement passif meurtrier. Mais c'est exactement ça, c'est-à-dire que le silence est un consentement meurtrier passif. Yes. Parce qu'il favorise l'impunité et donc il permet de recommencer les méfaits. Et il enferme dans le silence des enfants qui souvent ont parlé. Arnaud Gallet. Et n'ont pas été crus.
Non, mais j'entends ce que dit Véronique Magron. Moi, la seule question que je me pose, c'est à quoi servent alors toutes ces organisations, que ce soit la COREF, etc. À quoi sert aussi l'enseignement catholique? Parce que je me permets de le dire, vous voyez, le secrétaire général de l'enseignement catholique dit lui aussi, il n'y a pas de hiérarchie entre eux et nous, etc. En fait, on est dans l'église, c'est bien ce qu'a démontré le rapport Sauvé. Personne n'est responsable de rien dans cette boutique et il y a un massacre de masse. Moi, vous comprenez bien que moi, j'ai été victime par un prêtre entre l'âge de 8 ans et 11 ans et on tente ça même de la COREF. Je suis désolé, Véronique, de le dire avec toute l'amitié que j'ai pour vous, mais je trouve ça insupportable. Je trouve ça délirant même. Je vous dis, avec toute l'amitié que j'ai pour vous, je me dis, mais comment c'est possible qu'une personne, même comme vous, à ce poste-là de présidente, on regarde les crimes qu'il y a, évidemment qu'on ne se pose pas ces questions en se disant, bien sûr qu'il faut évidemment qu'il y ait une hiérarchie qui soit mise en place, il faut condamner ces actes. Il y en a combien aujourd'hui? Je veux dire, c'est insupportable. Franchement, si j'étais aujourd'hui avec la personne qui était là, qui s'appelle James, je vous le présente ici, d'accord, et vous dire effectivement, parler de son témoignage, de ce qu'il a vécu, des choses atroces, vous voyez même certains de ses camarades se faire violer, mais franchement, mais c'est quoi ce truc? Et on se dit, et nous on doit se satisfaire de, non, vous comprenez, on n'est pas responsable, vous comprenez, nous on est responsable de rien, on s'appelle la COREF, on n'est pas responsable, l'enseignement catholique non plus n'est pas responsable parce que nous ne proposons qu'une pédagogie. Non, j'ai pas du tout dit ça. Okay, je ne dis pas qu'on est responsable. Je suis désolé, on a un ministre des cultes, au bout d'un moment, il faut fermer vos boutiques. Des propos comme ça, c'est insupportable. Mais une réponse. Vous mettez en danger des enfants. Je comprends très bien ce que vous dites et je peux en grande partie le partager. Je ne dis pas que nous ne sommes pas responsables, je dis que nous n'avons pas d'autorité hiérarchique sur ces établissements. Parce que les associations, comme d'autres que vous avez pu vous-même diriger, n'ont pas de pouvoir sur leurs membres. C'est aussi simple et dramatique, j'en ai bien conscience. Et dramatique que cela. Maintenant, il y a des hiérarchies. Il y a des hiérarchies dans l'enseignement, que je sache. Cet établissement est un établissement sous contrat, ou alors vraiment, et même quand ils ne le sont pas d'ailleurs, mais il est sous contrat, donc il y a bien une hiérarchie, qui est la hiérarchie de l'éducation nationale et de l'État, de la loi, qui doit s'appliquer, et quand elle ne s'applique pas, qui doit sanctionner, qui doit recevoir les signalements. Mais alors c'est toute la question... Donc, il y a une hiérarchie. Pardonnez-moi, mais c'est toute la question de la responsabilité qui se pose aussi aujourd'hui. À un moment, c'est vrai que, et j'entends la colère, bien entendu, et je le suis moi-même, mais c'est vrai que lorsqu'on entend effectivement l'Église d'un côté dire « Ah ben non, on ne savait pas », et puis de toute façon, il y a un problème de hiérarchie, alors on ne sait pas qui doit hiérarchiser les autres, et ainsi de suite. Je ne vous dis pas que l'Église ne savait pas. Je vous dis que ma pauvre petite conférence de rien du tout, là, elle ne savait pas. Ça ne veut pas dire que les évêques de toutes ces époques n'ont pas su, parce que territorialement, enfin, tous les acteurs nous le disent. Tout le monde a su territorialement. Et politiquement aussi. Tout le monde a su des choses. Et politiquement aussi. Donc pour moi, les acteurs politiques, vous, les acteurs ecclésiaux de l'Église, les acteurs locaux, je ne crois pas que personne ait tout su, mais on suit des choses qu'on peut considérer comme suffisamment graves pour qu'aujourd'hui on leur demande des comptes sur le fait de ne rien avoir signalé ou de si peu avoir signalé. Ça, absolument, et l'Église est absolument... La responsabilité, on l'entend du côté de l'Église, mais du côté politique, on a le sentiment que François Bayrou a vraiment voulu cantonner l'affaire à un huis clos local. Est-ce que c'est votre perception aussi ou votre avis, Arnaud Gallet ? Oui, il a déplacé, on va dire, de manière politicienne, en se disant je veux pas être dans un débat national. Du coup, il a joué au maire de Pau, etc. Moi, je l'ai trouvé minable. Je le dis tel que je le pense, parce que je trouve que sa sortie, notamment, qui vise à dire qu'il découvrait un peu les violences sexuelles. Et je me dis comment c'est possible qu'en 2025, un Premier ministre de la France, après que le président de la République ait reçu le rapport donc de la commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église, après qu'il y a eu 33 000 personnes qui ont témoigné dans le cadre de la Civise, on a un Premier ministre qui découvre. Je me dis, bon, soit il vit vraiment dans un autre monde, ce qui est quand même assez particulier, mais c'est pas possible. Et j'ai trouvé que sa prise de parole, pour le coup, n'était pas à la hauteur des enjeux. Et il faut quand même rappeler, attendez, excusez-moi, pour ceux qui nous regardent, Arnaud, juste pour étayer, comme rappeler qu'à l'époque, il était ministre de l'Éducation et que sa femme était professeure de catéchisme à l'intérieur de l'établissement. Bien sûr, mais vous savez, alors vous avez entièrement raison, bien sûr, il était ministre de l'Éducation, il a eu différentes responsabilités, il est d'une famille, je dirais, des Hautes-Pyrénées depuis plusieurs générations, etc. Mais vous savez, je le redis, je suis à Lourdes aujourd'hui, certains maires sont même des tortionnaires de Bétarame. Donc la vraie question qui est posée, et je rejoins parfaitement ce que dit Véronique Magron, c'est que fait l'éducation nationale? 2, que fait quand même l'État? C'est-à-dire que quand on a un maire qui dit à un moment donné, j'ai été tortionnaire de Bétarame, moi les enfants,
je l'ai frappé, etc., tel qu'il l'a dit dernièrement. Il y a même des gamins qui ont été défenestrés par cet homme-là et des gens qui ont encore peur de cet homme-là et qui aujourd'hui, tranquillement, on devrait supporter qu'il soit maire. Moi, je suis désolé, nous, on est là pour demander, évidemment, c'est une révocation, ça se fait exceptionnellement. Là, l'exception, on comprendrait. Et franchement, je pense pas qu'il y ait beaucoup de gens dans la rue pour soutenir Ange Mur. Et faut qu'on arrête un peu ce truc-là. Et c'est là que je suis d'accord avec ce que dit Véronique Mcgron, c'est que au bout d'un moment, il y a quelque chose pour moi qui dysfonctionne complètement dans ces établissements, dans l'église, machin, la hiérarchie, j'en parle même pas, je sais même pas ce que c'est. Mais dans ce pays, personne ne contrôle rien. Enfin, je veux dire, c'est insupportable. Et de savoir en plus qu'on en a un qui est maire, on se dit, on a tout compris en fait. C'est-à-dire qu'ils sont partout en même temps. Il y a une confusion des genres, etc. Vous imaginez quand même pour les victimes, quand même, de se dire que on a un maire qui a été tortionnaire à Betterham. Les gens le connaissent encore aujourd'hui pour les faits qu'il commettait. Enfin, je me dis, on est dans un délire absolu et personne ne réagit. L'Église vient juste de réagir. Pourquoi ? Le diocèse a réagi enfin. On rappelle simplement que le diocèse ici, on ne l'a pas dit, avait refusé que la commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église ait accès à ces archives. C'est bizarre quand même pour un diocèse de refuser d'ouvrir ses archives. Ils ont des choses à se reprocher, ces gens-là. Et là, ils réagissent aujourd'hui. S'il vous plaît, une réaction de Véronique Mcgron. Alors, je me permets de rappeler que pour le coup, nous n'avons pas de pouvoir sur ces congrégations, bien heureusement et bien malheureusement quand il s'agit des drames, mais c'est bien la conférence des religieux et celle des évêques qui ont commandité le rapport de la SIAZ. Donc sans l'Église, pour le coup, il n'y aurait même pas cela. C'est-à-dire que l'État n'avait pas pu ou pas voulu s'en saisir. Non, mais on part quand même de là. C'est pas du tout. C'est dur à entendre. Je comprends, mais c'est dur à entendre. Mais c'est pour dire, justement, c'est bien dans ce cadre-là. Et dans ce cadre-là, dans la mesure où cette commission a été demandée par l'Église catholique, un évêque qui n'a pas voulu ouvrir ses archives, nous n'avons eu aucun pouvoir de les ouvrir. Parce que, évidemment, seuls des officiers de police judiciaire auraient pu le faire. Mais nos chercheurs n'avaient évidemment aucun pouvoir de forcer la porte de qui que ce soit. Donc c'est pour vous montrer à la fois que nous essayons et en même temps, on voit bien nos limites, y compris quand nous essayons. Et je ne vous dis pas quand nous n'avons rien fait. Bien sûr. C'est les deux en même temps. 152 plaintes au total, je parle juste pour Betterham parce qu'une autre affaire est sortie encore ce matin et on va en parler bien entendu. 152 plaintes au total parce que 40 nouvelles plaintes ont été transmises à la justice française je crois que c'était hier ou avant-hier, donc toujours pour pour Betterham en question. Quand on entend les femmes, les cousins, les sœurs, etc., de tous ces gens qui travaillaient, qui étaient autour de Betterham, ils disent tous, oui, mais c'était l'éducation d'avant. C'était finalement, c'est un peu le old school d'avant. Mais comment on entend ces discours-là ? On ne peut pas les entendre, ces discours-là, parce que l'éducation d'avant, on n'est pas en train de parler de 1850 non plus. On est en train de parler des années 60, 70, 80, 90, 2000, c'est-à-dire hier. Moi, à chaque fois que j'entends ce que vous dites, je suis obligée de me souvenir où j'étais en 1980 ou 90. Et je me dis, mais enfin quand même, moi j'étais à l'école publique, jamais personne m'a battue. Mais on ne peut pas dire cela. Là, on parle de violence physique, mais on parle aussi d'agression et de viol. On est bien plus loin que ça. Qu'il s'agisse des violences physiques répétées, quasi systématiques, ou qu'il s'agisse des viols et des violences sexuelles, les deux sont impossibles. Les deux sont inaudibles. On peut évidemment pas justifier les violences sexuelles, mais on ne peut pas davantage justifier des violences physiques, a fortiori qui étaient visiblement systématiques, totalement arbitraires, et qui étaient complètement folles. Donc qui étaient un mode non pas d'éducation, mais un mode de toute puissance. Et ça, c'est très différent. Est-ce que ça n'a pas un lien avec l'Église, justement, la toute puissance ? Alors, écoutez, moi qui essaie, comme je peux, d'être chrétienne, j'ose espérer que non. Que c'est eu un lien avec un type d'église, je suis bien obligée, la première, de le constater. Mais la toute-puissance, elle est aussi dans les familles, elle est aussi là où il y a l'inceste, enfin, elle est bien ailleurs. On va pas, elle est au procès de Squarneck, enfin, donc il faut aussi... Ne pas faire de généralité, je l'entends, bien entendu. Ne pas faire de généralité, parce que ça sert à rien, enfin, d'une certaine façon. Si les violences étaient que cantonnées à l'église, j'en serais évidemment totalement malade, mais je me dirais au moins ça fait autant d'enfants protégés ailleurs, ce qui bien malheureusement n'est pas du tout le cas. Mais le rapport à cette puissance, c'est-à-dire comment un individu, une collectivité, une institution décide de faire des enfants ses objets, ça c'est au cœur de la question que la société doit enfin prendre en compte. Il nous reste 4 minutes, juste j'aimerais vous faire réagir sur Notre-Dame de Garaison, qui est donc l'autre établissement privé dans les Hautes-Pyrénées pour lequel des dizaines de plaintes ont été déposées ce matin pour châtiment corporel et humiliation. Il était écrit sur les tables, ici j'ai souffert, ici tu souffrira. C'était la devise inscrite sur les tables. Est-ce qu'on doit s'attendre en fait à une vague de dénonciations et finalement, quelque part,
une sorte de banalisation de la pédocriminalité en France, Arnaud Gallet? Ah bah oui, mais je peux vous dire que oui, je le dis d'emblée, on est bien identifié au niveau de Move Enfant, je pense qu'on me voit pas mal sur les plateaux, et je peux vous dire que d'autres scandales vont arriver très vite. Et moi, ce que je trouve bien, je me permets juste de rebondir sur les propos de Véronique Magron. Je me dis, c'est parfait en fait d'entendre tout ça. Je suis entièrement d'accord avec ce que vous dites, Véronique. Moi, ce que je vous demanderais dans ces cas-là, aller au bout en fait de la réflexion et demander, par exemple, la fermeture de Betaram, la fermeture de tous ces établissements où il y a eu des crimes ignobles qui ont été commis, à savoir si ça se passe ou non aujourd'hui, au moins par dignité des victimes, demander la fermeture et aller au bout de cette démarche-là. C'est ce qui me semblerait le mieux, parce que moi, je veux bien en fait que tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, c'est pas nous, etc. Ce qu'on veut. Moi, ce que je veux maintenant, c'est des actes, et les actes au moins, c'est pour les victimes, et de se dire quand il y a eu des massacres comme partout finalement. Et je peux vous dire que les établissements, j'étais encore en contact aujourd'hui avec des enseignements, enfin des écoles en Bretagne, etc. et ailleurs. Je peux vous dire que on est en train de débusquer, et des Betaram, on en va en trouver un peu partout, et vous le savez bien, parce que, enfin non, vous le savez pas, parce qu'à la Coref, a priori, vous le savez pas, mais nous, on le sait maintenant, et grâce aux victimes, en fait, une fois de plus, ça nous permettra peut-être de faire avancer les choses. Donc, allez au bout de votre réflexion, Véronique, demandez la fermeture de Betaram, demandez la fermeture de tous ces établissements s'ils sont en inadéquation avec la Coref, et ben dites-le de manière très claire, même si vous n'êtes pas, il n'y a pas de hiérarchie, mais dans ce cas, dites-le, c'est au moins politique, et ben très bien, faites-le. Vous comprenez qu'on a un besoin de positionnement de l'Église sur ce sujet. On sait qu'un contrôle est prévu à Betaram le 17 mars, c'est trop loin. Mais on attend le contrôle, qu'est-ce qu'on fait? Bien sûr que je le comprends. Comment pourrais-je ne pas le comprendre? Non seulement je le comprends, mais je le partage. Et ces contrôles auraient dû avoir lieu il y a si longtemps quand même. Enfin, ça, il y a de quoi être très, 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 très en colère. Moi, mon souci aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui va pouvoir rendre un peu de justice à toutes ces victimes, celles de Betaram et celles d'ailleurs. C'est ça le premier enjeu et la première question. Et ensuite, de voir avec elles qu'est-ce qu'elles pensent, qu'est-ce qu'elles souhaitent. C'est ça qui est essentiel. Et j'espère y mettre toutes les forces que j'ai encore. Vous allez être suivi. Vous avez l'impression qu'avec vous, d'autres personnes vont suivre? D'autres en veulent justice ou pas? Ou vous vous sentez seul dans ce combat? Non. D'autres veulent justice. Maintenant, je ne peux pas vous dire que j'ai forcément l'impression qu'il y a une immense foule, mais que beaucoup aujourd'hui, grâce au rapport de la SIAZ, grâce aux travaux de Jean-Marc Sauvé, se soient engagés, y compris au sein de l'Église catholique. Oui, ça, j'en suis heureusement la témoin tous les jours. Que ça ne soit pas suffisant, c'est certain. Je vous fais réagir, excusez-moi, parce qu'Elisabeth Borne a parlé du renforcement des contrôles. Des contrôles, c'est des inspections, en fait, dans tous les établissements privés dans les 24 prochains mois, mais sans cibler l'enseignement catholique. Il y a une dimension... Mais parce qu'il faut contrôler tous les établissements. Il y a des enfants dans tous les établissements. Mais pourquoi sans cibler l'enseignement catholique? On aurait pu dire sur tous les établissements, point. Pourquoi sans cibler l'enseignement catholique? Non, mais c'est parce que vous me dites que Non, mais je vous fais réagir au communiqué. Pour moi, ce qui compte, c'est d'inspecter tous les établissements où il y a des enfants, et particulièrement les établissements où il y a des milieux fermés, c'est-à-dire des internats. Ça, c'est fondamental. Pour moi, ce qui est fondamental, c'est de commencer par ces lieux-là, qu'ils soient publics, privés ou de la jeunesse et sport, peu importe. Mais c'est Arnaud Gallet, mot de la fin. Non, mais je suis entièrement d'accord avec ça, mais après je rappellerai juste que les établissements effectivement catholiques ne sont pas sous contrat avec le bon Dieu, ils sont bien sous contrat avec l'éducation nationale. Et on peut se poser la question légitimement, comme Véronique Magron le fait, que fait l'éducation nationale, que fait la justice, que fait l'État, que fait le ministère de l'Intérieur? Moi j'appelle à la fermeture de toutes ces organisations mafieuses où on a massacré des gamins. Et je peux vous dire que nous, entendez bien, nous sommes déterminés. Et quand je dis que nous sommes déterminés, c'est que nous avons de plus en plus effectivement de témoignages. Et s'il faut effectivement qu'on renverse la table, on la renversera. Et croyez-moi qu'on est quand même nombreux et nombreux. Et là, on a des rangs supplémentaires et de victimes de Betaram et d'ailleurs qui rejoignent les rangs de Move Enfant, et on ne va pas s'arrêter là. On est avec vous, soutien total évidemment. Merci mille fois à vous deux d'avoir participé à cet échange, et j'espère que les choses vont bien entendu avancer. On pense à toutes les victimes et familles de victimes. Merci Véronique Magron, présidente de la Conférence des religieux et religieuses de France. Merci Arnaud Gallet, merci beaucoup d'avoir participé à l'émission. Aussi, vous êtes cofondateur de Move Enfant et activiste des droits de l'enfant. Merci à vous deux. On va marquer une courte pause dans le Grand JT, on se retrouve tout de suite. Chaque matin dès 6h30, retrouvez Emmanuel Davidenkoff et son équipe dans La Quotidienne. En compagnie d'un invité fil rouge,
Ils vous donnent des clés de compréhension et des conseils pratiques en matière d'éducation et de parentalité. C'est important d'adopter des mesures hygiéno-diététiques, c'est important de savoir bien manger, de bien s'hydrater, d'avoir un bon sommeil. À partir de 9h, Patrice Boisfer prend le relais dans le MAG. Au cœur des territoires, la parole est donnée aux élus et aux élèves qui font bouger l'éducation partout en France. Je voyais pas énormément de jeunes, je me reconnaissais pas énormément dans les listes parce que il n'y avait pas de jeunes, il n'y avait pas de sportifs et je me suis dit pourquoi la politique ça touche que certaines personnes. À 12h30, School TV vous ouvre les portes de l'école du futur. Avec son équipe de chroniqueurs, Philippine Dolbeau met en lumière des acteurs engagés et des innovations pédagogiques qui façonnent l'école de demain. L'usage qu'on peut faire d'un téléphone et celui d'un ordinateur est complètement différent. Sur l'ordinateur, on parle bien d'un usage pédagogique. Pour le cours, le téléphone, on aborde plutôt la question des réseaux sociaux et je ne pense pas que les enseignants prônent d'utiliser TikTok ou YouTube. Tous les soirs à 20h30, dans le grand JT de l'éducation, Virginie Guillaume fait le point sur l'actualité du jour. Politiques et acteurs de l'éducation se questionnent sur l'avenir de nos enfants à l'école. Le double objectif de tout ce que nous avons fait, qui est la boussole de toute l'action, c'était deux objectifs que j'affichais toujours, c'est-à-dire un, hausser le niveau général des enfants de France, deuxièmement, baisser les inégalités, donc rapprocher les plus défavorisés du reste du groupe et que tout cela monte, ce que j'appelle parfois niveler par le haut. Chaque samedi et chaque dimanche, Malika Ménard reçoit une personnalité qui raconte ses souvenirs d'écolier et dévoile sa vision de l'école d'aujourd'hui et de demain. L'amour devrait être enseigné à l'école, l'empathie devrait être enseignée à l'école, la vraie éducation civique, l'amour de l'autre, l'amour des plantes, le respect de l'environnement profond, l'alimentation vraie, ça devrait être enseigné à l'école. School TV, imaginons ensemble l'école de demain. De retour dans le Grand JT, je suis ravie d'accueillir Nicolas Savary. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes directeur de l'ANEFA, l'Agence nationale paritaire pour l'emploi et la formation en agriculture. Vous arrivez tout juste du salon de l'agriculture. Exactement. Nicolas. Un peu transpirant. Mais pas du tout. Beau comme un charme. Le salon de l'agriculture qui est quand même un rendez-vous extraordinaire. Le rendez-vous. Il y a une histoire d'amour qui se crée vraiment entre les Français et le monde agricole, clairement. Oui, en tout cas, pendant 9 jours de l'année, sur le premier salon de France, où on accueille 700 000 visiteurs sur les 9 jours. Effectivement, l'agriculture est mise sous les projecteurs de la société civile. Et on se rend compte, effectivement, à travers ces 700 000 visiteurs, que le citoyen, la population française, aime son agriculture et aime ses agriculteurs et les salariés agricoles. Et oui, effectivement, l'agriculture, on en parle trop souvent pour s'inquiéter, effectivement, de ce monde-là, et s'inquiéter à la fois du recrutement, et on va en parler, de l'emploi, de la vie, des conditions, effectivement, de nos agriculteurs. Un petit clin d'œil, juste pour vous faire réagir, mais on voit souvent dans ce salon l'occasion à tous nombreux politiques de déambuler dans les allées. C'est aussi l'occasion de rencontrer d'autres acteurs de ce monde-là, et notamment Karine Le Marchand, confrère d'M6, extrêmement populaire, qui a réuni 5 grands acteurs de la grande distribution et qui les a réunis. Alors, on va pas faire un débat là-dessus, mais peut-être réunir enfin la grande distribution et effectivement l'agriculteur, faire en sorte que tout le monde puisse se parler et se dire la même chose. Comment on peut tout d'un coup aller chercher des produits qui sont effectivement pas de saison et donc dans des contrées lointaines. Comment faire pour que tout le monde puisse coexister, à la fois que ce soit pas abordable pour nous et en même temps intéressant pour les agriculteurs. C'est l'occasion de réunir ce monde-là. En tout cas, je souligne et je salue effectivement l'initiative de réunir effectivement autour d'une même table agriculteurs et grande distribution pour créer effectivement une chaîne de valeur qui soit la plus équitable possible et de faire en sorte que le produit agricole ou en tout cas la rémunération de nos actifs agricoles ne soit pas la variable d'ajustement, mais que chacun puisse être rémunéré à la juste valeur de son travail. Alors surtout pour ceux qui démarrent, et c'est ce qui nous intéresse nous évidemment, et vous particulièrement à l'ANEFA, je rappelle que c'est l'Agence nationale paritaire pour l'emploi et la formation des agriculteurs. Il s'agit toujours et encore, en agriculture, il s'agit toujours et encore de pouvoir aussi fédérer, c'est-à-dire d'arriver à aller chercher les jeunes qui sont un peu éloignés de ce monde-là peut-être.
Oui, tout à fait. En tout cas, aujourd'hui, on se rend compte d'une certaine méconnaissance, on va dire, des métiers agricoles de la part des jeunes citadins, dirons-nous, qui sont, entre guillemets, de plus en plus éloignés de l'agriculture. C'est-à-dire qu'autant il y a encore quelques années, on pouvait avoir un membre de sa famille agriculteur ou salarié agricole. C'est de moins en moins le cas. Et le rôle, effectivement, de l'ANEFA, c'est tout simplement de faire connaître les métiers, la très grande diversité des métiers. On en dénombre à peu près une centaine. Donc, il y en a vraiment pour tous les goûts. Une méconnaissance. Et puis, peut-être aussi certaines idées arrêtées sur la filière. Peut-être une idée arrêtée des métiers d'il y a 20 ou 30 ans, alors que les métiers évoluent chaque jour, continuellement, au gré des nouvelles technologies qui s'immiscent de plus en plus dans la filière, la robotique, la domotique, les objets connectés, à travers notamment l'intelligence artificielle. Donc tout ça, il faut le faire savoir, et c'est ce qu'on essaye de faire à notre mesure, dirons-nous. Ben oui, et ça marche d'ailleurs, parce que vous avez pas mal de passages au salon de l'agriculture, je vais y arriver moi. Quand on parle d'accompagnement des jeunes et de ces différents métiers effectivement qu'il y a dans ce monde de l'agriculture, on pense évidemment à vétérinaire aussi, peut-être à d'autres formes pures qui sont juste l'élevage ou je sais pas, l'apiculture ou autre. Il y a effectivement, en tout cas dans le monde agricole stricto sensu, tout en sachant il y a aussi les métiers du paysage, ceux qui vont aménager et entretenir des jardins. On va parler aussi des personnes qui sont prestataires de services pour les salariés, pour les agriculteurs, pardon. Mais disons qu'il y a deux principales filières dans le monde agricole. Il y a la filière animale et la filière végétale. Donc dans la filière animale, effectivement, l'élevage, bovin pour les bœufs, caprins, ovins, etc. Et puis vous avez aussi les filières végétales, dont font partie le maraîchage, l'arboriculture, la viticulture. Et dans toutes ces filières, il y a effectivement des salariés, ce qu'on appelle des ouvriers agricoles, mais il y a aussi possibilité d'occuper des fonctions d'encadrement, de chef d'équipe, chef de chantier, donc de pouvoir progresser aussi dans la filière. Et ça aussi, il faut le faire savoir, parce qu'on s'imagine qu'il n'y a pas de progression possible dans la filière, mais au contraire, il y en a. Et surtout, essayer, nous, à notre échelle, acteurs agricoles sur l'emploi et la formation, travailler sur davantage de passerelles. Pouvoir commencer à travailler dans le maraîchage, mais en suivant une formation, parce que la formation tout au long de la vie, c'est aussi très important. Pouvoir continuer éventuellement dans le domaine de la viticulture, voilà, c'est un exemple. Et pourquoi pas aussi travailler sur les passerelles entre l'amont et l'aval. C'est quoi l'amont et l'aval ? Alors l'amont, c'est la production pure. L'aval, ça va être la transformation et la commercialisation. Pour vous donner un exemple, l'interprofession laitière va regrouper donc la production laitière, donc l'élevage laitier, la transformation, donc le lait qui va devenir yaourt, fromage, beurre, etc. Et puis jusqu'à la commercialisation, donc il ne s'agit pas de grande distribution, mais la coopérative, par exemple. Exactement. Tout à fait. D'accord. Quelles sont les formations ? On commence dès la 3e à pouvoir s'orienter ? Oui, alors même avant, puisque en fait dans les établissements agricoles, où vous avez quand même 4 familles, à peu près 800 établissements en France. Donc tout ça pour vous dire que c'est très bien maillé sur le territoire français. On peut commencer dès la 4e, 3e. On va jusqu'au niveau BTS sur les 4 familles de l'enseignement. Et puis après, pour les écoles supérieures, AgroParisTech par exemple, pour n'en citer qu'une sur Paris, on peut aller jusqu'au niveau ingénieur. Et là aussi, on en a besoin, parce que il y a de plus en plus de technicité, les contrôles sanitaires qui vont bien, et donc ça nécessite effectivement des compétences et des profils niveau Bac plus 5. Quelles sont les filières qui recrutent le plus et celles qui en ont le plus besoin aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, il y a, on va dire, 3-4 métiers vraiment en tension. L'élevage, notamment, bovin. Parce que c'est peut-être un métier qui est le plus chronophage, dans le sens où un animal a besoin de soins, d'attention H24, mais 7 jours sur 7.
qu'on est sur des amplitudes horaires relativement importantes. La traite, c'est le matin et c'est aussi le soir. Naturellement, il faut qu'il y ait 2 traites dans la journée. Et puis voilà, c'est un métier effectivement qui est preneur 7 jours sur 7. Alors comment attirer justement les jeunes vers ce métier si vous dites que c'est un métier compliqué? Alors non, c'est pas un métier compliqué parce que c'est ce que j'allais dire, c'est qu'il y a quand même des solutions qui sont mises en place par les acteurs agricoles, des solutions de remplacement par les services de remplacement et les groupements d'employeurs. Donc ce qui va permettre effectivement à l'exploitant alors plutôt l'exploitant, mais de pouvoir se faire remplacer le temps de les vacances qu'il souhaite prendre. Donc aujourd'hui, clairement un des enjeux aussi, c'est de travailler sur la conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle, parce que c'est aujourd'hui une attente essentielle et importante pour les jeunes générations. Mais il existe des solutions. On a l'impression, à les entendre, qu'on n'en est pas du tout à ce niveau-là. On en est juste déjà à espérer vivre convenablement. C'est-à-dire que le fait de pouvoir tout d'un coup prendre des vacances, etc., ça paraît complètement impossible pour beaucoup d'entre eux. Alors pour beaucoup d'entre eux, je n'irai pas jusque-là, parce qu'il y a tant mieux si c'est un préjugé. Une fausse idée. En tout cas, c'est une image effectivement qui est véhiculée. Ouais. En tout cas, moi, s'agissant de mes connaissances professionnelles, des personnes qui sont aujourd'hui exploitants ou salariés agricoles, ils vivent très bien de leur vie. Alors effectivement, il y en a qui ont des difficultés, des difficultés en termes de rémunération. Mais comme il en existe dans d'autres secteurs, la filière agricole fait pas exception là-dessus. Et après, ce qu'il faut aussi prendre en compte, c'est effectivement, il y a la rémunération, il y a le salaire pour le salaire agricole, mais il y a aussi tous les à côté. La prévoyance, un comité d'entreprise, donc c'est aussi tous les avantages de revenus qui viennent s'ajouter, se greffer à la rémunération brute. Les filières qui recrutent le plus, les filières agricoles dont on parlait, vous parlez de l'élevage. Quelle autre filière aussi? On va plutôt être sur des métiers transverses, mais par exemple le métier de conducteur d'engins agricoles qui vont être nécessaires pour travailler le sol, les récoltes, les paysagistes également, puisqu'on parle d'agriculture, mais si on prend l'agriculture avec un grand A, il y a aussi les métiers du paysage. Le souhait effectivement aujourd'hui de tout le monde, de tous les Français, d'avoir une société plus verte et qui permette effectivement d'assurer la transition écologique de notre pays. Voilà, les quelques métiers, mais effectivement il en existe d'autres. Alors à l'ANEFA, justement, vous proposez à la fois de découvrir toutes ces filières, de découvrir ces métiers, les formations qui vont avec. Les difficultés de recrutement, on imagine, elles sont comme partout, et on l'entend, mais c'est vrai qu'en fonction des territoires, forcément, on l'imagine, c'est d'autant plus marqué dans l'agriculture. En tout cas, effectivement, il y a aujourd'hui des difficultés de recrutement. Les derniers chiffres connus sur l'année 2024 ont dénombré effectivement 30% d'agriculteurs qui peinaient à recruter. Les 2 principales raisons, c'est d'une part l'absence de candidature ou une candidature inadaptée au poste à pourvoir. Et parallèlement à cela, notez qu'il y a un gros renouvellement des générations qui va poindre dans les même pas 10 ans qui viennent, dans les 4 à 5 ans qui viennent, qu'il s'agisse à la fois d'entrepreneurs agricoles comme de salariés agricoles, donc près de 40% qui vont dans les 5 à 10 ans qui viennent pouvoir potentiellement faire prévaloir leur droit à la retraite. Donc tout ça pour vous dire, c'est que il y a un gros potentiel d'embauche actuel et également à venir. À venir, évidemment. Sensibiliser le grand public, bien sûr, aux productions, aux exploitations agricoles, évidemment. Favoriser aussi, ça c'est le rôle de l'ANEFA, les relations entre les employeurs et les futurs salariés, et les jeunes étudiants. Oui, puisque nos 2 principales missions, c'est la promotion et la communication sur les métiers, l'emploi et les formations en agriculture, tout en sachant qu'on n'est pas, nous, organisme de formation, mais on est là pour promouvoir effectivement le fait que la formation est importante pour être technique et suffisamment opérationnel sur
sur le poste, mais notre deuxième mission, qui est très complémentaire de la première, c'est de mettre en relation l'offre et la demande d'emploi, donc accompagner vers l'emploi des candidats qui seraient intéressés pour nous rejoindre. Et puis c'est également aussi essayer de faire en sorte d'accompagner aussi le candidat sur d'autres éléments qui viennent se greffer à l'accompagnement vers l'emploi. Je pense notamment aux freins qu'on dit périphériques, mais qui sont en vérité centraux. Je pense notamment à l'hébergement et à la mobilité. Parce que si on parle de l'agriculture, c'est notamment pour la plus grosse volumétrie les emplois saisonniers, les vendanges, la récolte, la cueillette, etc. Et bien souvent, des freins comme la mobilité viennent se greffer à l'accompagnement vers l'emploi. Donc essayer de trouver des solutions de covoiturage, de transport collectif sous forme de minibus, navettes et compagnie. Merci beaucoup Nicolas Savary d'être venu sur le plateau du Grand JT. Merci à vous. Directeur de l'ANEFA. Merci à vous. Merci beaucoup. On va tout de suite retrouver Shirley pour sa chronique. Des influenceurs qui ne montrent plus leur visage, c'est la nouvelle tendance sur les réseaux, Shirley. Oui, on les appelle les faceless influencers en anglais. Alors qu'est-ce que ça donne exactement? Eh bien des vidéos où le créateur ou la créatrice de contenu se filme. Par exemple, ici, Victoria, alias Elysian Living, une influenceuse new-yorkaise. Elle nous montre sa routine de nettoyage de salle de bain. Alors pour cela, elle utilise plein de produits et ustensiles. Elle veut rendre sa baignoire, ses vitres, ses murs impeccables, mais elle ne montre jamais son visage. D'ailleurs, on n'entend pas non plus sa voix parce qu'elle fait de la ASMR. Bon, dans ses contenus, globalement, on la voit de dos, on aperçoit des parties de son corps. Quand elle nous fait découvrir, par exemple, sa morning routine matinale, en l'occurrence, cette Victoria, elle existe, mais ce ne sera jamais qu'une chevelure, des mains et des ongles parfaits pour l'internaute qui va visiter son compte. Et alors, pourquoi cache-t-il ou cache-t-elle son visage? Eh bien, la raison principale, c'est la volonté de conserver son anonymat. Certains influenceurs n'ont pas envie de consacrer tout leur temps à la création de contenu. Ils veulent faire autre chose à côté. Donc, en gros, pour éviter à se justifier d'un côté comme de l'autre, ils ne dévoilent pas leur identité ni leur visage. Et comme ça, tout le monde est content. En tout cas, personne ne les reconnaît. Autre raison, ça ouvre les portes de l'influence à tous les timides. Si vous n'êtes pas très à l'aise face à la caméra, eh ben, vous passez en mode faceless. Il y a enfin une volonté de se protéger. Quand on ne montre pas son visage, on échappe en partie au cyberharcèlement et aux commentaires haineux. Alors ça ne supprime pas le phénomène, mais ça l'amoindrit un petit peu. Alors il faut savoir néanmoins que ces vidéos proviennent de cette inspiration des vlogueurs silencieux. Pendant la pandémie en Asie, il y a eu un vrai succès de leurs vidéos. Vous en avez un exemple ici. Comme il ne se passait pas grand-chose, Virginie, vous vous rappelez, c'est lui, c'est le chien forcément, la star, c'est normal. Il est trop mignon. Ils montraient leur quotidien dans ce qu'il y avait de plus trivial avec un chien, oui, en l'occurrence. Leur vie avec leur chien, mais avec une approche cinématographique qui a rencontré son public. Là, c'est une influenceuse sud-coréenne qui le fait, Cédou, 965 000 abonnés sur YouTube. C'est dans cette lignée donc que les influenceurs faceless s'inscrivent, Virginie. Ouais, c'est bien plus intéressant que quiconque, nos chiens. Alors, qu'en disent les marques, justement? Parce que pour elles, les créateurs de contenu étaient quand même, finalement, un précieux moyen d'incarner leur marque, non? Eh ben, c'est un vrai bouleversement, c'est sûr, du modèle traditionnel de l'influence, mais les marques, contre toute attente, elles sont très heureuses. Puis, pourquoi? Parce que c'est jackpot, leurs produits sont mis en avant avec cette invisibilisation des influenceurs, d'autant plus mis en avant dans des vidéos qui sont tout aussi créatives, on l'a vu. La neutralité a aussi ses avantages pour les internautes. L'élimination des marqueurs d'identité crée un espace plus inclusif, nous dit l'hebdomadaire britannique The Economist, qui a publié un article très intéressant à ce sujet il y a quelques jours. Ce serait plus facile d'une certaine manière de s'identifier au contenu, car cela permettrait de mieux s'imaginer à la place de l'influenceur. Et quand on regarde les chiffres, Virginie, le hashtag Faceless comptabilise 200 000 posts avec au total plus d'1 milliard de vues. C'est donc un modèle qui marche, un remède, on ne sait pas encore. Les créateurs de contenu qui ne veulent pas montrer leur visage sont aussi suivis que ceux qui le montrent. Selon Julia Markowitz, la fondatrice de l'agence d'influenceurs Emerald Woods Management basée à New York, la seule différence, dit-elle, c'est que leurs abonnés sont fascinés par la manière de vivre des influenceurs et non par leur vie à proprement parler. Alors de là à dire que le faceless va remplacer l'ancien modèle, ce serait un peu trop s'avancer. Pour l'instant, les deux coexistent. En revanche, cette nouvelle voie démultiplie les possibilités pour l'IA, qu'on imagine assez facilement générer ce type de contenu et mettre en avant des produits promus par de faux influenceurs.
Et là, Houston, nous avons un problème. Ah, c'est sympa, c'est le serpent qui se mord la queue. Et plus besoin de faire la moue, donc c'est fini. On arrête le... Très bien, merci beaucoup Shirley. Eh bien, écoutez, on va retrouver le meilleur de School TV avec le Zap. Vous venez de publier une étude qui montre que 60% des parents français sont favorables à l'utilisation de l'IA dans l'accompagnement scolaire de leurs enfants. C'est un chiffre qui peut surprendre, qui moi en tout cas m'a un peu surprise quand je l'ai vu. Est-ce que vous, c'était une surprise pour vous aussi? Nous en fait, on a été, je pense, heureux de découvrir le résultat et de voir qu'il n'y avait pas justement une peur des familles et en fait que les gens étaient plutôt ouverts au changement et ouverts à l'innovation. Je pense que c'est quelque chose d'hyper important, mais je pense que c'est aussi un pragmatisme en réalité pour une raison simple, c'est qu'en fait les élèves aujourd'hui en France, ils utilisent donc l'IA, donc concrètement les modèles de langage, à savoir le chat si on est français, Cocorico ou ChatGPT qui a vraiment, je pense, créé la catégorie. Et aujourd'hui, les élèves en fait s'appuient déjà largement, si on se parle franchement, chez eux quand ils font les devoirs sur ce genre d'outils. Donc la question c'est pas, et je pense que les parents sont pragmatiques là-dessus, c'est pas en fait de repousser le changement, mais plutôt de l'embrasser et de savoir comment on le fait intelligemment pour en fait accompagner les élèves de la bonne manière. Et c'est ça qui est intéressant, je pense, et qu'on voit bien dans l'étude. Il y a 60% des parents qui ont un avis favorable. Maintenant, les parents ne pensent pas que l'IA va remplacer le soutien scolaire, mais voient plutôt le sujet comme un complément. Ces bâtiments, en tout cas les rénovations, elles sont écologiques en termes de matériaux. Oui, tout à fait. Alors on a d'efficacité énergétique. Oui, j'ai en tête là, on a la nouvelle cité de la nature et des sciences Lavoisier. C'est une nouvelle école qu'on a inaugurée l'année dernière en avril. Et en fait, on est sur une réhabilitation partielle. On a essayé de travailler sur la réhabilitation des matériaux. En fait, prendre des matériaux qu'il y avait avant dans l'école et les réutiliser. Une réutilisation. On est aussi sur des matériaux biosourcés, tout ce qui est paille, etc. Donc on fait en effet très attention à tout ce qui est écologie et puis en termes énergétiques. Et est-ce que vous avez sonder les acteurs concernés, les parents, les enseignants, les élèves? Oui, bien sûr. Quand on fait une réhabilitation, alors là j'ai en tête une école Descartes, on a refait en fait toute la façade, on l'a isolée thermiquement et on a demandé l'avis en fait aux enfants. On a proposé 3 versions et sur ces 3 versions, les enfants ont choisi. Les enfants ont choisi celle qu'elles préféraient. Du coup, on a fait la réhabilitation donc de l'école, en termes de façade. C'est les enfants qui ont choisi. Et oui, bien sûr, on les inclut. On inclut aussi l'éducation nationale. C'est important. Dans chaque grosse réhabilitation, on a eu la Cité de la Nature et des Sciences Lavoisier. On a bien sûr vu tous les acteurs. On a cette année, en septembre 2025, une autre école qui va être réhabilitée, un peu plus complexe parce qu'elle est classée. Mais en tout cas, on met bien sûr en évidence la collaboration avec tous les acteurs de l'éducation. Le premier sentiment partagé qui ressort et sur lequel vous vous arrêtez, sentiment de culpabilité. Oui. On peut quasiment pas y échapper, en fait. En tout culpabilité cas, je ne parle pas des parents. Oui, bien sûr, c'est ce qu'ils disent. Ce qu'ils disent, c'est qu'ils sont tous... en fait, ça part d'un principe un peu simpliste. Avant que j'existe, mes parents s'entendaient bien. Maintenant que j'existe, mes parents ne s'entendent pas. Donc, c'est à cause de moi. Alors, c'est réducteur, mais ce sentiment de culpabilité, ils se sentent tous, à un moment donné, responsables de la situation. Et ils le disent avec des mots très, très incisifs, parfois. Et puis parce qu'ils n'ont justement pas l'occasion de mettre ça à plat avec leurs parents. Donc les parents ne sont pas là pour... Voilà, alors l'antidote, la condition à laquelle éventuellement cette culpabilité peut être combattue, c'est de parler. C'est-à-dire qu'elle se nourrit beaucoup du silence. Un enfant a besoin de comprendre, écrivez-vous, faites-vous dire, je crois, à un spécialiste, pourquoi l'atmosphère est devenue si différente, voire si difficile, quel que soit son âge. Oui, je crois que l'antidote, en effet, on peut le dire comme ça, c'est d'amener l'enfant à parler. Alors, bien souvent, lui, ce qu'il dit, c'est que déjà que la situation est difficile, il ne va pas en faire en plus parler de lui. C'est comme s'il alourdissait le fardeau des parents. Donc, c'est pas du tout spontané. Et d'ailleurs, il y en a un qui a dit un truc que je trouve très fort. Il dit ne croyez pas. Enfin, il s'adresse aux parents en disant ne croyez pas lorsqu'un enfant vous dit que ça va pas bien, que ça va, parce qu'en fait, il n'est pas capable de dire que ça va pas bien.
Vous parlez de cette ouverture d'esprit qui est quand même assez marquée donc en France avec ces 60% de parents favorables à l'IA dans l'accompagnement scolaire de leurs enfants. 60%, ça veut dire qu'il y en a 40% qui restent quand même assez réservés. Quelles craintes ou interrogations aujourd'hui reviennent le plus souvent quand vous discutez avec ces parents-là? Je pense qu'il y a plusieurs sujets. La première chose, c'est le rapport à l'humain. C'est est-ce qu'on va remplacer le professeur par un robot? Je pense que personne ne le souhaite, et je pense que c'est important de le dire. Et c'est évident que dans l'apprentissage, il y a de l'humain qui se passe et que ça fait partie vraiment du cœur en fait, de tout apprentissage. Néanmoins, je pense que, et je pense que les parents le comprennent, l'IA, ça peut faire gagner du temps. Ça peut permettre en fait, aux professeurs d'être plus concentrés justement sur la relation, sur la qualité de l'échange, sur ce qui peut se dire en fait, dans un cours particulier ou dans une classe, quand par exemple, on va pouvoir économiser du temps sur de la génération d'exercices, parce que c'est pas hyper passionnant d'inventer des exercices, quand on va pouvoir construire des résumés de choses, etc. Et au fond, rendre en fait la classe plus interactive. Donc je pense que c'est vraiment la première direction dans laquelle il faut aller. Et après, il y a un second sujet qui peut aussi susciter les questions. C'est en fait le fait que l'IA, attention, n'a pas toujours raison, que les modèles de langage peuvent ce qu'on appelle halluciner, parce qu'au fond, en fait, un modèle de langage, à nouveau, c'est pas de la magie, c'est des statistiques. Et donc, on prévoit, en fait, statistiquement, le mot suivant qui a le plus, en fonction du sujet, vocation à sortir et à être dit. Donc, parfois, en fait, y a des choses qui peuvent être dites qui peuvent être erronées factuellement, notamment par exemple sur des dates, notamment sur des choses comme ça. Donc l'IA est un outil, mais l'IA ne va pas remplacer un prof. Et l'IA aussi, même si elle peut vous dire des choses avec un aplomb parfois déconcertant, l'IA peut se tromper. Des initiatives aussi pour réduire le gaspillage alimentaire dans les cantines. Est-ce que vous sensibilisez déjà le personnel, mais aussi les élèves? Oui, tout à fait. Alors, par rapport au gaspillage alimentaire, bien sûr, il y a tout un travail qui est fait par le service pour essayer de connaître un petit peu la quantité, ce qui est fait tous les jours, voilà, en fonction du poids des poubelles à la fin. Après, on a fait une initiative où, avant la restauration, on n'était pas obligé de réserver à l'avance la cantine scolaire. Les parents, c'était à la main levée le matin en disant « moi je mange à la cantine ». Maintenant, on demande un délai de 48 heures pour savoir en fait combien d'enfants vont manger à la cantine et pour être capable de dire là il y aura tant d'enfants, donc en fonction de tant d'enfants, tant de denrées alimentaires. Et du coup, ça nous aide à un petit peu quantifier la nourriture et puis éviter ce gaspillage. Laisser énoncer à son enfant « ça me fait mal » ou « j'ai peur », ça c'est très très important aussi, c'est entendre sa souffrance. Oui, c'est entendre sa souffrance et ça veut dire encore trouver les occasions pour qu'elle se dise. Et il ne faut pas, je pense, hésiter à faire appel à des aides, psychothérapie, pour que l'enfant puisse s'exprimer. Parce que même, enfin ça j'ai pu le constater, même auprès de leurs propres amis, ils ne sont pas forcément à même de parler parce que justement c'est commun, donc normalement tout le monde le vit, donc pourquoi moi je serais un cas particulier? Voilà, ça fait des tas de choses qui font que l'enfant n'arrive pas forcément à exprimer ce qu'il ressent profondément. Il y a les enfants qui culpabilisent parce que les parents se séparent. Il y a aussi des parents qui se séparent, je vais mettre plein de guillemets, mais vous le dites, pas forcément à cause de l'enfant, mais en tout cas, le fait que l'enfant arrive modifie la dynamique du couple, fait apparaître, notamment sur des questions d'éducation, des clivages qu'on n'avait pas vu venir, et finalement, la séparation vient de là aussi. Ça arrive quand même, ça, il ne faut pas le nier complètement. Oui, et c'est dur à dire, hein. C'est pour ça que j'essaie d'y aller avec à pas de loup. Oui, c'est dur à dire et c'est dur à vivre pour l'enfant, parce que ça... mais c'est tout le travail, je pense, du coup, d'une thérapie, c'est d'arriver à prendre distance, savoir d'où vient ce conflit, la part à laquelle la part dont je suis responsable et la part dont je ne suis pas du tout responsable. Et c'est bien cette distance-là qui permet un équilibre et de croître sans être, étouffé par le conflit. C'est la fin de notre émission. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe. Shirley, merci beaucoup. On vous retrouve la semaine prochaine. Exactement, jeudi, vendredi. Parfait. Merci à la réalisation, également Romain Luc. Au son, Alexis Oustabassidis. Le maquillage, Laurent Edmond. Emma Ferré et Laura Girard à la rédaction. Très belle soirée à tous et à demain. Ciao.